Bonsoir mesdames et messieurs, puisque c'est presque le week-end, c'est vendredi soir, on va essayer de vous rendre heureux par cette conférence. Alors hier et aujourd'hui, on vous a parlé beaucoup de choses, on vous a beaucoup parlé de choses dramatiques. Madame la ministre de l'Environnement, tout à l'heure, nous a parlé de 245 000 morts. On a parlé des gaz à effet de serre, on a parlé de la dérive des continents, des eaux qui montent, du gaz et du pétrole. Quand le gaz et le pétrole sont chers, c'est des troubles sociaux dans les pays qui les achètent. Quand le gaz et le pétrole ne sont pas chers, ce sont des troubles sociaux dans les pays qui en produisent. Bref, on a eu beaucoup d'inquiétudes macroéconomiques pendant toute la journée. Et aujourd'hui, comment tout cela va nous profiter et nous profiter d'une manière positive? C'est le thème de ce soir, c'est le développement durable, le développement, quel défi pour avoir une croissance inclusive et un développement durable. Alors pourquoi c'est un thème heureux? Parce que le développement durable, c'est défini par l'ONU depuis les années 80, ou fin des années 80, début des années 90, comme un concept qui va nous enrichir, donc c'est du développement et de la croissance économique, mais aussi qui enrichit nous-mêmes et qui enrichit nos descendants, et qui nous enrichit sans détruire la terre et les ressources qui sont limitées. Donc c'est une espèce de bonheur, c'est une définition à la base, comme une espèce de bonheur dans le temps, à travers les générations, dans l'espace, qui est notre terre, où nous vivons, qui nous donne l'air que nous respirons, qui nous donne la nourriture que nous mangeons, et avec des ressources limitées. Alors pour débattre de ce sujet que j'espère plaisant, il y a une personne que vous connaissez, si vous suivez les informations à la télévision française, vous avez tous des paraboles, je suppose, monsieur Éric Besson, qui était ministre sous la présidence de Sarkozy. Donc les plus jeunes d'entre vous l'auront peut-être oublié, les plus vieux comme moi ne l'ont pas oublié. Donc il a été ministre de l'Industrie, de l'Énergie et du Digital, je pense, c'est ça. Mais il a été aussi ministre de questions beaucoup plus passionnelles et passionnées de l'identité, de l'immigration et de l'intégration. Il était au centre de nombreux débats. Et donc à côté de lui, il y a monsieur Joël Ruet, qui est donc consultant, qui connaît le monde arabe, les pays en développement, qui est un spécialiste du développement durable, et qui est conseiller au niveau de l'IDDRI, qui est, si vous voulez me rappeler... Qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales. D'accord. Alors lui n'a pas été ministre, mais il a été conseiller du gouvernement du Sénégal quand même. Et puis M. Hillel, très bien, qui est égyptien, qui est président d'un think tank qui est Égypte-Asia. Très bien. Et puis, votre prénom c'est Vassiliev. Alors lui, ce qui est très intéressant, il est né dans une ville qui n'existe plus. Il est né à Leningrad, dans un pays qui n'existe plus, qui est l'URSS, qui est aujourd'hui évidemment la Russie et Saint-Pétersbourg, et qui va nous donner... Donc nous avons des speakers, comme on dit dans le langage à Amadeus, de différents horizons, de différentes origines géographiques, de différents horizons politiques et économiques, de différents horizons professionnels, qui vont nous donner leurs appréciations et surtout leur expérience quant à cette notion de développement inclusif et durable. Comment on y arrive? Alors c'est un concept qui a été défini, c'est un concept qui peut être un peu flou, un peu théorique, c'est un concept optimiste, mais est-ce que nous avons des exemples concrets de ce que c'est que le développement durable? Est-ce que nous avons des exemples de pays, de secteurs, de territoires? Est-ce que nous avons des exemples de ce qui a pu se faire et qu'on peut dire ça, c'est du développement durable? Joël Ruet. Merci, je suis ravi que vous posiez la question. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je me crois célèbre, donc je suis Khalid Beliazid. Pour ceux les plus anciens me connaissent, je suis directeur du groupe L'Économiste, qui édite L'Économiste Sabah et Atlantique Radio. Pardon. Madame hoche la tête, elle me dit ça va, on te connaît. Donc à vous, Joël. Oui, merci. Je suis ravi que vous posiez la question sur le plan pratique, parce qu'en fait, le milliard d'Africains qui va naître d'ici à 2050 va être dans des conditions pratiques, dans des conditions de terrain. Alors, puisque j'ai eu la chance, en effet, et l'honneur de conseiller le gouvernement du Sénégal, je voudrais faire un petit clin d'œil à mes sœurs et frères du Sénégal et vous donner un exemple réussi, en effet. Je voudrais vous parler d'un village, une municipalité de 10 000 habitants dans le Sahel. Vous me direz, est-ce que c'est important? Oui, c'est important parce que ce milliard d'habitants en plus, il va se loger dans peut-être 10 000 villes de 100 000 habitants, et la ville dont je vais vous parler en est un exemple.
Très rapidement, en quoi il y a du développement inclusif dans cette ville-là? Eh bien, c'est tout simple. C'est que vous avez une jeunesse qui, il y a 20 ans, la génération précédente de cette jeunesse n'avait pas accès à l'électricité, n'avait pas accès à l'eau, n'avait évidemment pas le téléphone, tout simplement le téléphone. Aujourd'hui, ils ont Internet, il y a la télévision numérique terrestre qui se met en place, il y a des services d'énergie, et là je crois qu'il y a un rôle à jouer pour le Maroc d'accompagner l'Afrique de l'Ouest pour mettre en place une énergie et des technologies durables et finançables en Afrique de l'Ouest. Et à partir de cette énergie et de ces services qui peuvent être amenés par la télévision numérique terrestre, eh bien, j'allais dire, il y a toutes les possibilités de créer des emplois. Et cette jeunesse dans ces futures villes est aujourd'hui très dynamique pour créer ces emplois. Donc un message, le développement inclusif commence par le bas, c'est le dynamisme de la jeunesse qui le crée, et c'est la responsabilité des décideurs, c'est la responsabilité des élus de créer les enable conditions, comme on dit en anglais, les conditions favorables en termes d'accès à l'énergie, en termes d'accès à l'information. D'accord, donc un exemple au Sénégal, une petite ville au Sénégal, est-ce que vous connaissez d'autres exemples qui illustrent ce concept? Oui, un autre exemple plus descendant, j'allais dire, plus top-down, comme on dit, le cas de la Thaïlande. Il y a une politique publique, il y a une dizaine d'années, qui a consisté à donner une somme... Ça concerne tout le pays? Pardon? Ça concerne tout le pays? Ça a concerné tous les villages des régions les plus défavorisées, en particulier les régions du Nord, qui a consisté à allouer un montant de financement à chaque village en demandant aux habitants du village de mettre en place des projets, de définir des projets, et j'allais dire des projets qui ont réussi, des projets qui ont raté, mais ça a très significativement diminué le taux de pauvreté. Un autre exemple qu'on connaît, c'est en Afrique de l'Est, d'avoir donné une vache à chaque villageois au Rwanda et également en Éthiopie. Là, c'est intéressant, c'est un programme qui a extrêmement bien marché au Rwanda, qui a moins bien marché en Éthiopie, ce qui montre que les exemples ne se transposent pas, mais enfin, en tout cas, il y a un message d'optimisme, c'est possible. C'est urgent, mais c'est possible. Monsieur Karim Hillel, est-ce que vous pouvez témoigner d'exemples de développement durable? Yes, sure. I will speak in English if you don't mind. I would like to approach this subject, if you will, from a slightly different angle. We all talk about sustainable development, all-inclusive development, and that will bring me to the basic principle, which is, what is the ultimate objective? I'm speaking as an Egyptian, as an Arab, and as part of the African continent. I think the ultimate objective is to provide a decent, dignified life to our people. Haya Karima. So if we take that as the ultimate objective, and then I would do what I call... Hayat Karima veut dire une vie digne. It's yes. Life with dignity. Voilà. I would take that and sort of reverse engineer it. Say, okay, this is the ultimate objective. What do I need to do to get to that? And that should be the starting point for any government. It's not the case all the time, but it should be. But if you do that, then in the case of Egypt, and I believe in most African countries, Morocco included, the ultimate objective to achieve the ultimate objective is to create productive jobs. You cannot live a life of dignity if you do not earn your living decently. So creating productive jobs is the key to what we call sustainable and all-inclusive development. Now, to create productive jobs, you need to, again, reverse engineering. What is it that we are good at? Where is it that we have a competitive advantage? What are the tools and the assets that we have? And let us concentrate on that and build the economy on it. If you want an example, a perfect example in my view, I always look at is Singapore. Singapore is a young country, 50-odd years. They have absolutely nothing, no resources, no natural resources, nothing at all. The only thing they had... No space. No space, absolutely no space. The only thing they had was a very honest, strong, benevolent
leadership with vision. And that leadership concluded the only asset they had was its people. So, using the term again, reverse engineering, they sat down, had a vision. Where do we want to be in 20, 30, 40 years from now? What do we need to be there at that time? And let's work backwards. And you can see that in their education, in their service industry, in their infrastructure, in their position as a leading point of transit and goods and services. Now, look at Singapore today. We all know what it's like. Je pense, il faut même le préciser, que Singapour est certaines années le pays au plus fort revenu par habitant, me semble-t-il. Yes. And of course, one of the highest levels of education in the world. Exactement. Et Singapour, nous avons quelques étudiants dans la salle. L'université de Singapour est bien placée dans les 10 premiers dans le classement de Shanghai. Numéro 5. Numéro 5. Le second exemple que vous voulez citer? No, again, going back to Singapore, if you want another example in our region, I would like to say we have similar examples, but I cannot. If I'm talking about Egypt, we should have been there, but we are not because all our previous governments, starting with the late Nasser, whom I, along with many other people, blame for our current ailments, did not have that long-term vision which tried to achieve the goal of the people as opposed to personal glory and personal legacy. So, no, I cannot find your example yet here. Monsieur Éric Besson, alors, vous avez une expérience essentiellement de pays développés, avec des territoires, des poches de richesse, des poches de pauvreté, même en France. Vous avez une vision internationale. Est-ce que vous pouvez témoigner de quelques exemples de ce qui peut illustrer aujourd'hui le développement durable ou inclusif? Oui, avec plaisir. Derrière votre question, il y a une question de grande actualité au fond, qui est de dire, est-ce que nous sommes encore dans un monde où des pays continuent à émerger? Il y a quelques années, la réponse était d'une évidence absolue. On disait que la croissance mondiale était portée par les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, et que la Chine, notamment, était le grand aspirateur du monde, matières premières, hydrocarbures, etc., et qu'elle portait le développement de quantité d'autres pays émergents. Et puis là, depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines encore, il y a une révision chez les économistes et on redécouvre que la croissance peut être portée, par exemple, par les États-Unis et les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Et il y a tout un mouvement pour dire non, finalement, l'OCDE et notamment les États-Unis vont redevenir le moteur de la croissance du monde. La réalité, c'est que ce monde a été profondément bouleversé dans les 25 dernières années. Il suffit de voir, on est passé du G7 au G8 au G20. Le G20, il y a 20 ans, ça paraissait une utopie. Aujourd'hui, c'est une évidence absolue. Et vous avez à la fois l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la Turquie, qui ont pris toute leur place sur la scène mondiale. Aujourd'hui, on peut dire, et ça répond à votre question, est-ce qu'il y a des modèles, est-ce qu'il y a des exemples de réussite? Il y en a qui vont être évidents sur la scène mondiale. En Afrique, je citerai le Botswana, le Rwanda, l'Éthiopie, le Nigeria. En Asie, le Bangladesh, le Laos, le Vietnam très probablement. En Amérique latine, le Chili. Mais ça, ce sont des exemples de pays qui vont prendre toute leur place sur la sphère mondiale. Mais ça peut être vrai à une échelle plus réduite, plus locale. Je vais prendre un exemple d'un tout petit pays, les îles du Cap-Vert. On peut difficilement imaginer un pays qui a moins de ressources naturelles, un peu de pêche, du tourisme, grâce à ses plages et la variété de ces îles, mais pour le reste, qui n'a rien, qui est balayé par les vents au milieu de l'Atlantique au large du Sénégal, mais qui n'a rien. Et pourtant, c'est un pays qui arrive à bien s'en sortir, grâce notamment
à sa diaspora, qui est très solidaire de son pays d'origine, et qui a réussi même à être à la pointe dans un certain nombre de domaines. Si vous prenez le numérique que vous citiez tout à l'heure, si vous cherchez des exemples de pays où le numérique est donné comme outil aux enfants dès le début, allez au Cap-Vert et il y a un ordinateur portable par enfant dès l'école primaire. C'est un exemple. J'en prends un dernier, qui n'est pas pour l'instant une réussite encore flagrante, mais un changement absolu. En France, quand vous vouliez prendre un exemple de pays totalement fermé, totalement bloqué, et c'est même devenu une expression, on disait « je ne suis pas l'Albanie ». Autrement dit, quand on disait « on n'est pas l'Albanie », ça voulait dire « on n'est pas la forteresse coupée du monde entier ». Regardez le rythme d'évolution, l'ouverture de l'Albanie. Alors tout à l'heure, on reviendra aux autres questions que vous souhaitez évoquer avec nous. Au fond, qu'est-ce qui fait que ce développement peut être durable? Qu'est-ce qui fait que ce développement peut être inclusif au sens intégrer le plus possible la population? Et quel peut être le rôle respectif des États et des acteurs privés? Quelles sont les politiques publiques qui permettent un développement durable? On y reviendra, j'imagine, tout à l'heure. Juste, les îles du Cap-Vert, c'est le pays de la fameuse Césaria Evora, qui fait partie de l'identité, vous avez été mis de l'identité de ce pays. Et je signale aussi que Royal Air Maroc, dans le cadre toujours du désenclavement de l'Afrique, de la pénétration du Maroc en Afrique, a une ligne régulière entre le Maroc et le Cap-Vert, je pense 2 fois par semaine. Et encourage le tourisme des Marocains vers le Cap-Vert, ce qui peut être un thème après dans les accords sud-sud. Vous voulez intervenir? Allez-y, je vous en prie. You know, in Russian, there is something like a proverb, what would you prefer, constitution or sturgeon fish with horseradish? If it is difficult to translate, I'll try to make it something more African and Moroccan. What would you prefer for development, democracy or good couscous? That's the problem to have. What do you want? Democratic development or socio-economic development? Is it necessary to have a sort of democracy in American way, in European way, or to have some good governance, leadership with a broad vision and faraway vision? It's really a big question. What are the most successful examples of development and resolving their economic and social problems? One example has been given already by Mr. Hilal. I also wanted to speak about Singapore example, but we can add to this list also South Korea, Taiwan. What is interesting that several dozens years ago, all of them were corrupted dictatorship. That's the fact. So how they could just, to say bye-bye to their former regimes and their former way of government. The problem of leadership is very important. Importance also lies in the integrity and devotion to the national interests of leadership. So the most corrupted examples of the dictatorship due to their
qualities, they could transform themselves into prosperous and developed societies which could easily react to our quickly changing world. Of course, maybe it is not enough, but without this kind of personalities at the top of the government, without good governance, no problems can be resolved. If we speak sometimes about Africa, and we, of course, out of between some of the most quickly developing countries, there are several Africans. One of them is Ethiopia, practically rather big population, not much of natural resources, but still the fact is that their now late leaders and now Prime Minister, he was really a devoted, honest man of very high integrity, and he chose people around him with the same qualities. Now Ethiopia, one of the poorest countries per capita in the world, is developing rather quickly. So to say that only one or two qualities of the leadership are resolving all the questions, I would not say so. But without enlightened leadership with a faraway vision, and without the people with high level of honesty and integrity, you cannot resolve the problems. If I return to what I started to speak about, democracy or not democracy, you see, in China today, they prefer to speak about not democracy, but... Sergei, please, I would like to speak about this issue of democracy at the end of the debate. Now we understood, all of us, we understood your message. Okay, so that's... Donc, il nous a posé le problème de la démocratie dans le développement durable. Or méritocratie, démocratie ou méritocratie. Je rappelle juste en complément d'information, Singapour, je ne sais pas si c'est une démocratie actuellement, mais Singapour est réputé pour donner des coups de canne pour un chewing-gum qui est jeté par terre, je pense que c'est même sur les fiches d'embarquement ou de débarquement, et d'appliquer la peine de mort en cas de trafic de drogue sans discussion. Donc ce n'est pas un exemple de démocratie, mais c'est un exemple de développement économique, et ça on va discuter, enfin on va poser le problème à la fin. Alors je rappelle quand même que l'ONU, dans les concepts de développement durable, précise que la démocratie et l'entreprise privée font partie des critères de développement durable. Alors, donc, je conclue, je résume. Nous avons eu quelques exemples dont le leadership et la méritocratie, c'est un concept qui ne concerne pas que les pays en développement. Donc, ça peut s'appliquer également en pays développés, parce que vous parlez même de la Californie et des fameux GAFA en matière de technologie de l'information. Maintenant, quel est le terme d'inclusif? C'est aussi un terme à la mode. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Est-ce qu'il faut dire, il faut entendre qu'il faut revenir à baser sa croissance sur ses ressources internes? Est-ce qu'on va revenir au mythe de Gandhi et de son rouet qui disait qu'il faut filer son sari plutôt que de lâcher à l'Angleterre? Ou s'inscrire dans l'économie mondiale, dans les matières premières mondiales, dans les technologies mondiales? Il n'y a pas d'autre issue pour se développer. Monsieur Rouet ou Monsieur Besson? Vous citez le Mahatma Gandhi. C'est bon. Vous citez le Mahatma Gandhi. Il a aussi posé. Il y a deux citations intéressantes. Un journaliste lui demandait ce qu'il pensait de la civilisation occidentale. Il a réfléchi. Il a dit ça paraît une bonne idée. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'il n'y a pas de modèle.
Et je crois que pour répondre à votre question, à partir de là, ça fait quand même 50 ou 60 ans que la science économique cherche comment passer d'exemples, passer de cas réussis à des recettes. Et on n'a pas de recettes de cette manière-là. Donc je crois que je vais souscrire à ce qui a été dit d'une certaine manière. L'intégrité, c'est extrêmement important, l'intégrité des élites, l'intégrité des gouvernements, mais je crois surtout que l'intégrité des peuples, l'intégrité des entrepreneurs, l'intégrité des sociétés civiles, c'est aussi ce qui tire l'intégrité des élites. Donc vous voyez, ce n'est pas une question nécessairement de renfermement versus d'ouverture. Je crois que quand un pays est ouvert, quand un pays est exposé au vent des autres pays, ça aide les forces intègres et de développement de ce pays à tirer ses propres élites vers le haut. Donc on est, comme le disait Sergueï, donc on n'est pas dans le matériel, on est plutôt dans le logiciel des hommes, dans la méritocratie et dans le leadership. Oui, je crois que c'est très important qu'il y ait des valeurs d'exemple. Alors maintenant, là où l'économie progresse quand même, la science économique, c'est qu'on peut faire des expérimentations. Et on est de plus en plus convaincu dans le milieu des économistes que la question de la confiance interpersonnelle, de la confiance sociale, de la confiance entre entreprises est extrêmement importante. Il y a un certain nombre de pays qui se sont développés avec un droit très simple. Je prends l'exemple de la Chine. Le système juridique chinois est très maigre et très mince. Mais la confiance interpersonnelle, la confiance entre entreprises et, en l'occurrence, la confiance médiée par le Parti communiste, encore une fois, à chaque pays sa solution, a fait que la Chine s'est développée de manière qu'on connaît. Monsieur Besson ? Oui, il y a deux questions légèrement différentes dans la façon dont vous avez posé le problème. Il y a la croissance et le développement. Et de ce point de vue-là, on voit bien à peu près ce qui marche maintenant. Tout le monde est à peu près d'accord pour constater qu'aucun pays, même les plus dotés de ressources minérales, de matières premières, etc., ne peut baser sa croissance durable et inclusive, au sens intégrant toutes les populations, uniquement sur les richesses qui lui ont été données par son sol ou par son sous-sol. Et que donc nous sommes obligés d'essayer de regarder ce que sont les caractéristiques des pays qui arrivent à intégrer la plus grande partie de leur population. Ça passe par une stabilité politique et juridique, c'est une base indispensable. Ça passe par des politiques publiques, infrastructures, santé, éducation, formation, place des femmes. Il y a toujours une corrélation évidente entre rythme de développement et place des femmes dans la société, ne serait-ce que parce qu'elles transmettent en général aux enfants. Et donc là, on a à peu près les éléments de ce qui a contribué à sortir de la pauvreté, quand même 700 millions de personnes à peu près sur la décennie qui vient de s'écouler. Après, il y a la question d'inclusif au sens inégalité du terme. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'au fond, il n'y a pas des questions qui sont communes aux pays du Nord, aux pays du Sud, aux pays de l'ancienne économie, entre guillemets, ou des pays émergents? Il y a au moins un point commun, c'est que le drame de beaucoup de pays de l'OCDE, comme de pays émergents, c'est la place faite aux jeunes et la difficulté qu'ont les jeunes à trouver un emploi. Et ce qui mine nos sociétés, dans certains pays européens, la France par exemple, et dans beaucoup de pays émergents, c'est notre incapacité structurelle à créer suffisamment d'emplois pour la jeunesse. Et il y a des pays pour lesquels ça va être absolument catastrophique. Je prends le Niger. Niger, c'était 3 millions d'habitants en 1960. C'est 20 millions aujourd'hui et c'est 40 millions dans 15 ans ou dans 20 ans, 2035. Qui peut dire aujourd'hui que le Niger va avoir les moyens de nourrir sa population et de satisfaire sa jeunesse? Donc on a ce problème structurel. Et la deuxième chose, ce sont les inégalités croissantes entre les plus riches et les plus pauvres. Et en même temps, c'est un débat à la fois philosophique, économique et politique. On peut avoir une croissance très forte portée par des inégalités croissantes. Ce modèle-là existe. Alors, si vous êtes libéral philosophiquement, vous allez dire
Ah, mais ce n'est pas grave parce que par ruissellement, comme on dit, si les plus riches sont plus riches, par ruissellement, ça va toucher aussi les plus pauvres. Et en même temps, les inégalités peuvent s'accroître. Et là, on a un débat qu'on retrouve dans quantité de sociétés. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais un prof d'économie ou de philosophie économique qui nous faisait réfléchir à une question simple. Il nous disait, quelle est la société qui est, selon vous, la plus juste? Celle où les plus pauvres ont 1 et les plus riches ont 2, ou celle où les plus pauvres ont 2 et les plus riches ont 7? Si vous vous placez du point de vue d'un critère qui est où est la société dans laquelle les pauvres sont les moins pauvres, c'est la deuxième société, celle où les pauvres ont 2. Comment est vécue l'inégalité la plus grande? Est-ce que c'est dans la première ou dans la deuxième société? C'est aussi dans la deuxième. Et paradoxalement, la frustration peut être encore plus grande dans la deuxième société où les plus pauvres sont moins pauvres, où ils ont 2, que dans la première où le rapport est de 1 à 2. Donc c'est l'écart qui compte. Alors, de ce point de vue-là, il est certain que, quel que soit le rythme de croissance, la croissance, c'est un gâteau. Et on a tous appris que ce n'est pas un gâteau dont le diamètre, si je peux dire, le périmètre, était limité. Mais en même temps, le partage de ce gâteau, vous n'échappez pas aux politiques publiques, aux politiques de redistribution, aux politiques fiscales, etc. Pour un politique, la difficulté, c'est de mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire pour favoriser la redistribution sans briser l'initiative, les investissements directs à l'étranger et le fait que les plus riches restent dans votre pays et ne le quittent pas pour aller dans des paradis fiscaux ou des endroits où ils paient très peu d'impôts. Et ça, c'est une gestion très fine et très compliquée. Cette notion d'inclusif, est-ce qu'elle vous inspire? Yes, it's. You see, some of the problems we have is we're always looking at development in emerging or developing countries. We look at it in terms of macro numbers. So we say this country is done very well because it has GDP growth of 5, 6, 7%. Its per capita income has grown to whatever. Now, these look very nice on paper, but on the ground, they really mean very little. Inclusive, in my view, as we said earlier, it's a decent life providing the basic rights of every citizen in any country. Education, health, transportation, safety. Now, the big growth numbers do not reflect that you're doing this on the ground. If I go back again to Singapore, if I may, it was not a democracy. It is what I call benevolent dictatorship. But the basic premise was this. The state will provide equal opportunities for all. Everybody will have the same opportunity. And I will provide to you education, health, basic service, etc., the highest standard, but the rest is up to you. And what the state did was provide the framework to make sure that this happens, no corruption, no nepotism. You mentioned earlier the strict penalties for things like drug trafficking or bribes, etc. And what this has created, in my view, is the basic foundation for the inclusive development that you're talking about. Everybody has the same tools and has the same chance within the framework laid down by the leadership that has the long-term vision, the honest long-term vision that we mentioned earlier. And the rest is up to you. It works because we see the result today. Je voudrais juste qu'on conclue sur les exemples. Alors, on a parlé de différents exemples de pays, de secteurs, etc. Et qu'on conclue sur un exemple macroéconomique sur l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que c'est quand même le pays, ça a été cité, c'est le continent le moins développé. L'Amérique latine a eu sa part de gloire il y a plusieurs décennies déjà et continue à l'avoir. L'Asie, on n'en parle pas. L'Asie envahit le monde aujourd'hui avec la Chine, les BRICS, etc.
sans parler de la Corée, l'Europe et l'Amérique du Nord sont développées, l'Afrique a posé un espoir. Et on a dit, il y a quelques années, on a commencé à dire il y a quelques années, que l'Afrique allait être le moteur de la croissance mondiale et que l'Afrique affichait des taux de croissance importants. Aujourd'hui, il y a une décélération dans le monde et il y a une décélération concomitante en Afrique. Alors l'Afrique, est-ce un mirage de la croissance, comme le titre L'Économiste aujourd'hui, qui est distribué dans les champs, je fais un peu de publicité, ou est-ce vraiment une opportunité? Il ne faut pas oublier que la croissance a été basée sur essentiellement la hausse des matières premières et les services, dont les télécoms, et qu'il n'y a pas d'industrie, de production, comme il y en a eu en Europe et en Asie. Est-ce que l'Afrique est un mirage ou est-ce que l'Afrique est une valeur sûre qui va de toute façon tirer le reste du monde de la croissance? Alexei, si vous voulez intervenir, parce que vous étiez, j'ai oublié de vous dire que Alexei a été, excusez-moi, je vous présente, enfin, a été conseiller du président russe, notamment pour les affaires africaines, pour les chefs d'État africains. Just several words. You see, I am of an opinion that for Africa and Africans, they have to study different models of development, but to find their own way for development, African way, according to their traditions, convictions, religious, and history. That's one very important point, because it is unproductive to impose any model on the other society. That's one of the most important things. Second one is, look, we spoke about, we have spoken about Singapore, but it is small country. It cannot be a model for big Africa with 1.5 billion of populations. But the fact is that it is necessary for Africans to just to lower the borders, to be united in, though it is very difficult, in some economic space, and for every country to find their own ways and means for development. For some of them, maybe it could be tourism. For others, some other solar energy, whatever you like. But anyhow, there is a great big future for Africa, but from my point of view, unfortunately, not tomorrow and not day after tomorrow. It needs the continent to pass through crises, for coup d'etats, anti-coup d'etats, some sort of African democratization and so on. So it is necessary to have their own ways to resolve their own problems. Monsieur Joël Ruyer, Monsieur Éric Besson et les autres, est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir donc, à long terme, comme le dit Sergueï, mais qu'il y a des prix à payer encore de structuration politique et économique? Oui, pour répondre à votre question qui était pessimiste, mais j'espère un peu rhétorique pessimiste, moi je voudrais être optimiste. Et je prendrais Il est optimiste à long terme, mais avec un prix à payer. Non, mais soyons-le sur les moyens. Soyons-le à court terme et parlons d'efforts, en effet, et de structuration. Je vais reprendre l'excellent exemple du Niger. Le Niger va, en effet, déjà en train de connaître une transformation démographique extrêmement importante. Moi, j'ai envie d'être optimiste pour le Niger avec son président, Mahamadou Issoufou, qui a lancé un programme 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Les Nigériens? Les Nigériens, oui. Les habitants du Niger et habitantes, oui, nourrissent les Nigériens. Oui. L'idée est de répondre de manière conjointe aux problèmes alimentaires, aux problèmes de la formation et à l'enjeu de la croissance. Pourquoi, ou plutôt comment? En ayant un programme, premièrement, intégré, en ayant un programme d'infrastructure énergétique et d'indépendance énergétique du pays,
en ayant un programme de financement de cette indépendance par une renégociation des rentes minières que le pays a, et la renégociation a déjà été faite, en particulier sur l'uranium avec Areva, mais également sur le pétrole avec les Chinois, en mettant à profit cette énergie pour attribuer plus de terres irrigables pour la production agricole et donc créer des emplois agricoles, accompagnés de formation. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut créer des débouchés à la production agricole. Et il y a un vieil enjeu dans le Sahel, si vous voulez, de débat entre les nomades et les sédentaires, entre l'agriculture et l'élevage. Et le programme 3N essaye de manière ambitieuse de résoudre ça. Il s'agit d'un exemple, il s'agit d'un cas concret pour créer par plus d'élevage des débouchés pour l'agriculture et quelque part densifier les revenus, créer des emplois locaux de manière plus importante. Et dernier point, d'intégrer le Niger à ses grands voisins, donc le Nigeria en particulier, par des politiques de route, par des politiques d'abattoirs, par des politiques de transformation des céréales pour connecter le pays. Donc tout ça pour dire que des politiques qui peuvent fonctionner sont des politiques intégrées sur le plan humain, qui donnent des opportunités aux femmes, je suis tout à fait d'accord par ce qui a été dit par M. Besson, et qui amènent un financement qui transforme une économie de rente, même de petite rente qui existe dans certains pays, en une économie de création de valeur ajoutée. Donc je pense qu'il faut être optimiste. Donc vous citez l'exemple du Niger, je suppose que vous voulez que je dois conclure que ce qui est possible au Niger est possible pour l'ensemble du continent, surtout que quand on cite le Niger, on dit toujours que c'est un des pays les plus pauvres du monde. Voilà, tout à fait. A fortiori, ça marcherait pour tous les autres pays qui sont un peu mieux dotés. D'une manière différente, M. Vassiliev a tout à fait raison. Chaque pays doit trouver son exemple. Mais en effet, les grands piliers de l'énergie, de l'infrastructure, du financement durable, du respect de l'environnement, mais de la densification de l'économie, il faut bien voir qu'on est en Afrique dans des zones, j'allais dire, l'Afrique c'est 10 fois plus grand que l'Inde, par exemple. Donc même dans une Afrique à 2 milliards d'habitants, vous allez rester à peu près 8 fois moins dense que dans une Inde à 1,5 milliard d'habitants bientôt. Donc il s'agit de densifier l'économie locale et d'avoir des débouchés locaux. Bien sûr, il faut connecter l'Afrique ou les Afriques au reste du monde, il faut développer le commerce, un commerce équilibré, mais de créer des marchés locaux peut, je pense, créer énormément d'emplois, de services locaux. Monsieur Éric Besson, est-ce que vous pensez que c'est une croissance qui est justement durable au niveau macroéconomique et qui va reprendre ? Je le crois. Maintenant, c'est difficile de parler d'une Afrique. Il y a des éléments communs, et si vous regardez bien, il y a plusieurs blocs à l'intérieur du continent africain, et c'est très difficile d'en parler en disant l'Afrique en général. Il y a quelques points communs. D'abord, il faut, je le disais tout à l'heure, une stabilité politique et un contexte favorable pour le développement. Il faut ne pas être touché par les guerres ou par les tensions directes ou indirectes de ses voisins. Il y a des exemples qui nous viennent en tête qui sont évidents, je ne vais pas les citer. Il y en a qui peuvent être moins évidents. Regardez l'Éthiopie en ce moment. L'Éthiopie se développe bien, se porte bien, etc. Elle peut être impactée par ce qui se passe au Burundi. Elle peut être de nouveau touchée par ce qui se passe en Ogaden. Donc, ayant dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, mais de dire quand même que l'une des priorités de l'action diplomatique doit quand même être d'essayer de régler tous ces conflits qui tirent la croissance par le bas. Deuxièmement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, il n'y a pas de politique de développement durable sans soutien fort aux agriculteurs. Ça, c'est une clé évidente. La deuxième, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il faut de l'industrie. Parce que l'industrie, c'est l'un des moyens de répondre à ce que je disais tout à l'heure, le gros problème de nos sociétés sur les emplois des jeunes. Moi, je me réjouis de voir que l'exemple de Renault à Tangemed a donné des idées à d'autres groupes français, PSA, qui va venir, si j'ai bien compris, près de Kenitra, c'est ça ? Mais que dans d'autres pays du Maghreb ou de l'Afrique est en train de se produire la même chose, avec l'idée que ce sont des endroits où on peut produire pour le pays lui-même, le Maroc, on peut produire en se servant du Maroc pour exporter à l'intérieur du Maghreb ou de l'Afrique, et on peut se servir du Maroc
pour réimporter, notamment dans l'entrée de gamme, comme on dit, des véhicules. Et je m'aperçois, j'ai lu comme vous ce qui est en train de se faire autour de Tanger Med. Il y a de plus en plus de sous-traitants de rang 1, comme on dit, des sous-traitants de grande qualité qui sont en train de s'installer au Maroc et dans le nord du Maroc. Donc c'est ce type de réussite qu'il faut essayer d'encourager, je crois. Alors, bon, justement, c'est vrai que le cas de Tanger Med est symptomatique. Alors, juste pour information, les Marocains qui suivent l'économie le connaissent, l'industrie automobile est devenue le premier poste d'exportation du Maroc depuis le mois de janvier. Il est passé devant les phosphates et passé devant les produits alimentaires. Donc, à une tête près. Mais justement, ce modèle industriel qui a commencé à réussir ici, à bien s'implanter, est-ce qu'il a des chances de s'implanter partout, notamment dans des pays enclavés, que sont le Niger, le Mali, le Burkina, des pays où il y a la forêt, etc. Si vous m'autorisez un complément, et ça vient d'être dit pour le Niger ou pour ses voisins. Tout à l'heure, en introduction, vous avez dit, est-ce que les pays en développement ou les pays émergents doivent s'insérer dans l'économie et l'échange mondial ou avoir des politiques régionales de coopération? Moi, je crois que c'est absolument les deux. L'expérience prouve qu'il faut à la fois des coopérations interrégionales très renforcées. Nous, Européens, nous le vivons avec l'Union européenne, mais regardez ce que font les Américains qui cherchent à la fois à rapprocher à la fois le Canada et l'Amérique latine. La Chine fait très exactement pareil dans l'Asie du Sud-Est, l'Inde s'y essaie, tout le monde le fait. Donc il est évident qu'il y a un avantage absolu à pouvoir renforcer ces échanges avec ses voisins. De ce point de vue-là, j'espère qu'un jour, politiquement, les conditions seront réunies pour le Maroc pour retrouver un grand Maghreb, si je peux dire, qui puisse échanger dans de bonnes conditions. Et un Maghreb au sens ancien du terme, si je peux dire, qui pour le Maroc intégrerait l'Algérie, la Tunisie, à terme la Libye, mais aussi la Mauritanie, avec lesquels le Maroc a des liens géographiques et historiques évidents. C'est une nécessité. La deuxième chose, c'est que tous ces ensembles interrégionaux doivent absolument s'ouvrir vers leur grand voisinage. Et de ce point de vue-là, pour nous, Européens, et pour les Nord-Africains, il est évident qu'il faudra relancer les projets de l'Union pour la Méditerranée. Et je ne le dis pas seulement parce que je suis à Tanger et que c'est ici qu'a été tenu par Nicolas Sarkozy le discours sur l'Union pour la Méditerranée, qui est pour moi le plus beau discours qu'il ait fait en tant que président de la République, mais je sais aussi ce qu'ont été les obstacles à l'intérieur de l'Union européenne. Pourquoi vous, Français, prétendez avoir un lien privilégié avec la Méditerranée? Vous n'êtes pas les seuls. Des obstacles à l'intérieur des autres pays méditerranéens et avec un complexe mutuel de colonisateurs à anciens colonisés qui est parfaitement absurde. Nous avons besoin les uns des autres. Et regardez les débats absurdes que nous avons en France sur existe-t-il ou non une France-Afrique? Autrement dit, est-ce qu'il existe toujours des liens privilégiés et un peu douteux entre la France et les Africains? La réalité économique aujourd'hui, c'est malheureusement plus, enfin malheureusement de mon point de vue de Français, c'est malheureusement plus la France-Afrique, c'est la Chine-Afrique. Moi, quand je vais en Afrique, je suis allé au Tanzanie, au Mozambique, au Ghana, dans un certain nombre de pays, dans la salle d'attente des ministres ou chefs d'État que je rencontrais, je ne rencontrais que des Chinois. Bah, bravo au dynamisme chinois, mais ouvrons les yeux. Aujourd'hui, ceux qui s'implantent le plus en Chine, c'est les Chinois. Si nous voulons garder un lien, ouvrons les yeux et retroussons-nous les manches. Alors, vous me tendez la perche justement pour le sujet suivant. Vous avez parlé de l'intégration régionale et du commerce sud-sud et des Chinois. Alors, les Chinois sont déjà les multinationales d'aujourd'hui. Alors, c'est une économie de parti communiste, bien sûr, ce sont des entreprises d'État.
mais qui sont en train d'envahir le monde et de faire probablement ce qu'ont fait les multinationales dès les années 60 et 70. Mais elles sont dans le commerce mondial, elles sont dans le concert du commerce mondial. Aujourd'hui, pour revenir au développement durable, est-ce qu'on peut se battre contre ces tendances lourdes? Est-ce qu'on peut se battre contre un marché qui fixe un jour les prix du pétrole à $100, un autre jour à $100, oui, pardon, un autre jour à $60? Est-ce qu'on peut se battre contre des Chinois qui un jour décident qu'ils ont besoin de terres arables, qu'ils louent, un autre jour qu'ils ne louent pas? Il y a une économie mondialisée qui est faite, qui est construite par les grandes économies et les BRICS. Et aujourd'hui, comment des pays qui veulent se développer peuvent s'insérer là-dedans? Est-ce qu'ils n'ont que les miettes pour le commerce sud-sud, ou ils peuvent rentrer en force et avec fracas et prendre leur place là-dedans? Monsieur Karim, Hillel. Difficult question, but I think like Mr. Besson said, you really cannot be in isolation. It is very important to have a very strong regional alliance within your bloc, and you need to be, I think, fully engaged globally, because this is the new reality. Now, I'm not sure if we look at it as a master global board of directors that runs the world, and we have little or nothing to say in it, and therefore there's nothing we can do. I don't really look at it like that, because I think at the end of the day, each economic bloc needs the other. China cannot be what it is today without the resources it is getting from Africa and without the markets it is selling to in Europe and the States, and vice versa. I think one of the answers you mentioned earlier is the interregional rapprochement, or more a stronger relation. It's a nice pipe dream. There is no strong inter-African trade relation, economic relation, really. It is hampered by politics, by wars, by infrastructure in particular, and so on. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas de commerce entre les pays, ou il n'y a pas de commerce formel et statistique entre les pays? Parce que je pense que, enfin, je crois savoir qu'il y a comme toujours des commerces interfrontaliers. Ce qui est disponible à l'échange doit s'échanger. There is, of course, there is trade, but what I'm saying is there is not enough. We do not have the right conditions to reach the potential. To give you one simple example, if you look at Europe, there is a massive network connecting almost all countries of Europe by rail, by road, by whatever, which moves on a daily basis goods and people. We don't have this here. We are in Egypt. We cannot send goods to Sudan by train, let alone the rest of Africa, because of a number of reasons. So the political environment does not help. And then second to that, you need the infrastructure that you see today in Europe and indeed the States that will allow you to do that. Now, the other point, which I think also Mr. Besson mentioned, is the absolute necessity for a structural transformation in our economies as emerging countries, industrialization. If you cannot industrialize, there is no hope in having a sustainable or inclusive development of any kind. C'est clair, donc pas d'industrialisation, pas d'espoir, pour reprendre votre expression. Justement, est-ce qu'on peut rentrer, on peut s'imposer dans ce jeu, notamment dans cette société moderne qui est une société de l'information, de la technologie et de l'innovation, où l'essentiel est inventé entre la Californie, l'Europe, la Chine, la Corée? Que peut-on faire quand on est un pays africain ou un pays asiatique moyennement développé? Comment peut-on rentrer, s'imposer, créer des produits de valeur ou des services de valeur? Bon, il y a des barrières qui sont évidentes. Moi, quand j'étais ministre en charge du numérique, il y avait un thème à la mode chez les journalistes qui était de dire comment peut-on créer le prochain Google français? Alors
Moi, je n'osais pas le dire, mais je n'étais pas du tout convaincu que nous allions parvenir à créer le prochain Google. À partir du moment où vous avez des barrières tellement importantes à l'entrée, je ne crois pas que la question soit celle-ci. Vous avez des avantages qui ont été pris, par exemple par les Américains en la matière, mais qui n'empêchent pas chacun de nos pays de créer des start-up, de créer des zones où l'innovation technologique vient servir le progrès industriel. Alors là, on parle de l'innovation. On peut aussi, pour le développement, revenir à la base. L'une des leçons du développement qui réussit, c'est probablement de dire qu'il ne faut plus jamais n'exporter que des produits primaires. Il faut que la transformation se fasse sur place. Si vous êtes une zone poissonnière, comme l'est par exemple la côte du Maroc ou toute une partie de la côte ouest africaine, vous devez transformer vos produits sur place et ce n'est pas la peine, d'avoir des accords pour que d'autres pays, européens par exemple, viennent pêcher l'essentiel dans vos eaux et transforment ailleurs. La transformation sur place, c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour la pêche, c'est vrai pour certains secteurs miniers, est l'une des bases. La deuxième chose qui doit nous rendre optimistes, c'est que, encore une fois, la croissance n'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas comme dans des changes flottants tels que nous connaissons. Si vous prenez l'euro par rapport au dollar, si le dollar monte, mécaniquement, l'euro baisse par rapport au dollar. Ça, c'est une évidence. En matière de croissance économique, ça n'est pas le cas. La croissance des uns et des autres peut entraîner... On n'est pas dans un pré fermé de ce point de vue-là. Et je dirais même que parfois, la croissance des autres est notre propre moteur. La demande allemande nourrit l'industrie française. On a des exemples par dizaines de ce type. Mais l'une des leçons à retenir, c'est que, de toute façon, la croissance de votre pays est toujours indexée aussi sur la croissance de la demande de vos citoyens. Regardez la croissance américaine en ce moment, elle est d'abord portée par la force de la demande américaine. Ça veut dire que lorsque vous satisfaisez les besoins essentiels de votre population, vous mettez votre économie à un niveau de croissance minimale de base qui vous permet d'avoir une croissance durable et inclusive, pour reprendre le thème de notre débat. Et on a un bon... Comment dire, les choses sont bien faites. On a l'intérêt économique, la croissance, qui vient là rencontrer l'exigence morale, politique, philosophique au sens large, qui est de dire, dès que vous arrivez à satisfaire les besoins de votre population et ses besoins primaires, vous renforcez votre potentiel de croissance. Ça, c'est dans le cas américain, mais je pense que l'Asie n'a pu se développer, les pays asiatiques qu'on appelait les dragons à l'origine, que parce qu'il y avait une croissance extérieure et l'Amérique leur était ouverte. Je pense à la Corée, à Taïwan et à Singapour aussi. Oui, vous avez entièrement raison. On a eu des stratégies de développement successives, mais il n'empêche que tout pays qui compte sur ses propres forces, pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure, qui donne la primauté à son agriculture, qui transforme sur place et qui veille à la satisfaction des besoins fondamentaux de sa population, a une chance d'acquérir un potentiel de développement important. Regardez l'Éthiopie, c'est pas le mieux doté sur le plan de ses ressources. C'est par une, entre guillemets, bonne gestion que l'Éthiopie est en train d'émerger. Mais c'est de loin pas le pays le plus riche en ressources minières ou en hydrocarbures. Je voudrais vous poser une dernière question avant de donner la parole à la salle sur cette notion de développement durable. Parce que le développement durable comprend le respect de l'environnement. Et il me revient en mémoire la conférence de l'OMC, la conférence qui avait créé l'OMC à Marrakech en 1994 ou 1995, il y a 20 ans.
les Européens ou les Américains, déjà, contrairement à ce qui a été dit dans le panel précédent, voulaient insérer la clause du climat et dire, en substance, les pays qui produisent, parce qu'il s'agissait d'organiser les échanges de produits ou de services. Il disait, les pays qui produisent dans de mauvaises conditions écologiques n'ont pas droit à ce que leurs produits viennent dans le commerce mondial et rentrent dans les autres pays free of tax, c'est-à-dire sans taxe. Et il y a eu une résistance, je me souviens, l'OMC a failli ne pas être signé à Marrakech, j'y étais, c'est pour ça que je me souviens de ça, suite à la pression de l'Inde et d'un certain nombre de pays en développement qui disaient la croissance américaine et la croissance européenne et la croissance japonaise se sont faites sur le dos de l'environnement. Vous vous êtes donné ce droit, c'est vrai qu'on ne le savait pas. Pourquoi vous ne donneriez pas à nous le droit de nous développer, quitte à, passez-moi l'expression, à bousiller un peu l'environnement? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous devons absolument respecter, parce que ça se pose, ça va se poser avec la COP21, est-ce que les pays en développement doivent être contraints par les normes écologiques de manière stricte, ou il doit y avoir, ou on peut penser qu'il y a un certain nombre de tolérances qui peuvent être faites? Évidemment, aujourd'hui, la théorie, on l'a vu ce matin, c'est de dire il n'y a pas de différence. La croissance va avec le respect de l'énergie. Regardez tout le développement qu'il peut y avoir dans les énergies éoliennes, etc. Alors, question, est-ce qu'on peut avoir des tolérances pour l'environnement quand il s'agit de poser sa croissance? Ou est-ce que c'est même une nécessité? Vous me permettrez, pardon, de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, mais vous aviez posé une excellente question également sur la Chine, donc je voudrais brièvement revenir sur la Chine, parce que c'est un nœud du problème, et je pense qu'il faut dire la vérité, en tout cas une vérité équilibrée. C'est vrai que la Chine a investi, a préempté, on emploie le terme qu'on veut, énormément de ressources minérales, de ressources énergétiques en Afrique. Il y a une grande... Et les terres aussi, je pense. C'est autre chose, c'est moins net. Restons sur les ressources minérales et énergétiques. Une des grandes modifications que la Chine a apportées à la mondialisation, c'est qu'elle a fait passer toute une partie de ce commerce-là du marché vers du non-marché, vers du hors-marché. C'est-à-dire on a des contrats de long terme, avec un côté du problème qui est très connu, c'est qu'en fait les prix de cession sont très faibles, mais là je renvoie à la responsabilité des élites africaines, des gouvernements, de la société civile, et ça renvoie au premier point que nous avons discuté, il y a besoin d'intégrité. Mais il y a un deuxième enjeu, qui est que lorsque vous avez un contrat de cession de long terme, ça stabilise les prix. Donc c'est assez difficile d'un certain côté d'incriminer la mondialisation, on va dire pour simplifier à l'américaine ou à l'occidentale, avec des fluctuations de prix, et de l'autre côté, pour simplifier encore plus la mondialisation chinoise, avec des prix fixes. Je reprends l'exemple du Maroc, par exemple. C'est vrai que les exportations de phosphate ont beaucoup baissé en valeur parce qu'il y a une fluctuation des prix, y compris des acteurs aussi intégrés, aussi raffinés, aussi développés que l'Office chérifien des phosphates, ont aujourd'hui intérêt d'avoir des contrats de long terme. Dans le cas du phosphate, la Chine n'est peut-être pas le meilleur partenaire, mais pour beaucoup de pays africains, les économies émergentes, les BRICS, Russie comprises, peuvent être des partenaires pour stabiliser les fluctuations. Et pendant ce temps-là, ça permet des stratégies d'industrialisation. Je reviens, bien sûr, en m'excusant encore à votre question, sur l'environnement et l'énergie, en passant par l'industrialisation. Je crois qu'il ne faut pas diaboliser la question de l'industrialisation et de l'environnement. On n'est pas là non plus nécessairement dans un jeu à somme nulle. L'industrie du futur, c'est premièrement autour de l'agriculture une petite industrie d'accompagnement. Lorsque vous avez besoin de tracteurs, vous pouvez localiser toute une industrie d'assemblage de tracteurs, des services de réparation de tracteurs, des services de formation aux agriculteurs, aux intrants, etc., des petites unités d'assemblage d'engrais, etc. C'est toute une petite industrialisation. Si vous regardez la rentabilité des rendements à long terme des terres agricoles africaines, par exemple, parce que la question de l'environnement, c'est quand même ça, c'est quand même aujourd'hui la mise en exploitation des terres qui peut endommager l'environnement en Afrique, vous vous rendez compte que dans certains cas, vous avez des rendements à l'hectare qui sont beaucoup plus, par exemple pour le riz, c'est assez peu connu, donc ça mérite d'être dit, vous avez des rendements à l'hectare qui sont beaucoup
plus important en Afrique de l'Ouest et en particulier au Sénégal qu'en Afrique du Sud-Est, qu'en Asie du Sud-Est. Donc c'est extrêmement important et c'est de l'intérêt et c'est finançable pour les agriculteurs de maintenir des niveaux environnementaux extrêmement importants. Moi, je conclurai en disant que certaines Afriques, mais une part assez importante de l'Afrique, peut être exemplaire sur le plan environnemental, sur le plan d'une meilleure mise en valeur des terres, d'une permaculture, d'une agriculture intégrée par exemple, sur le plan d'un leapfrogging ou d'un passage à des énergies renouvelables beaucoup plus durables et finançables pour le long terme. Et troisième point, vous aviez mentionné tout à l'heure, y compris, bon, l'Afrique ne va peut-être pas faire un nouveau Google, et encore que, pourquoi pas. Mais moi, je reviens du sommet Inde-Afrique, et je peux vous dire que j'ai été très frappé par le fait que les Indiens, qui ont un sous-continent extrêmement divers, sont extrêmement intéressés par le passage, le saut quantitatif qu'a fait l'Afrique de l'Est en termes de bancarisation par les technologies de l'information, par les fintech, etc. Donc je crois que la mondialisation dans laquelle l'Afrique se retrouve intégrée aujourd'hui, il ne faut pas la diaboliser, il ne faut pas nécessairement s'en prémunir, il faut absorber, mettre en place des mécanismes qui permettent d'absorber. On n'a pas besoin de sacrifier l'environnement pour faire une croissance forte et massive. Exactement, mais d'avoir des stratégies nationales résilientes en réalité, et qui permettent de construire, d'accumuler du capital humain, du capital social et du capital naturel. Dernière intervention, si vous souhaitez. Je voudrais que Alexei, je pense, vous nous avez donné votre opinion sur la démocratie, la méritocratie. Je voudrais avoir vos opinions respectives sur ce sujet avant de donner la parole à la salle. Est-ce que, on a parlé de l'environnement et la démocratie, la bonne gouvernance, c'est quoi la bonne gouvernance pour le développement durable? Est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que la démocratie est un passage obligé aussi? Contrairement au cas de Singapour. Si vous pouvez nous rappeler, oui, allez-y. Alexei. Vous appuyez sur le micro. You please, you push the red button. It depends on some historical precedents. For example, in South Africa, they have real democracy, though ANC practically is always winning and will win all the elections. But at the same time, it's for us, when we spoke about regional integration, for example, it's very difficult for Egypt with all its possibilities to be a leader of some regional integration just because geographical difficulties. But in Africa, we can see a good example of SADC, or South African integrated union, where you have an engine locomotive in South Africa, and their even trade exchanges are rather high. But if we take the continent, or Maghreb, I mean North Africa, there even trade, mutual trade is so minimal. I think it is less than 5% of all the, it does not mean anything at all. So it's still a long, long way just to develop even regional unions, even regional integration. So there is a very long way ahead for this. Thank you. Un petit mot sur la nécessité de la démocratie ou la non-nécessité de la démocratie pour le développement. Vous nous définirez sans doute après la séance ce qu'est la démocratie, on pourra répondre, mais je vais répondre là d'un point de vue d'Européen. Autant pour le reste, j'ai répondu d'un point de vue d'un sudiste d'une certaine manière, autant je pense que là c'est très spécifique d'une région du monde à l'autre. Et je ne dirais qu'une chose, c'est que si une démocratie, c'est un ensemble de règles, de fonctionnement, de procédures, mais qui doit laisser de côté la dignité, l'égalité des chances ou des chances de toute une partie de sa population, alors cette démocratie-là doit être améliorée. Et pour être très spécifique sur l'Europe, une Europe, par exemple,
et on est au cœur de l'inclusivité, qui laisserait une génération, toute une partie de sa jeunesse, sans chance, sans espoir et sans emploi, est une démocratie à très largement réformer. Monsieur Éric Besson. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une question qui se pose. Il y en a une qui a été tranchée, qui était de savoir si, au fond, la planification pouvait être aussi efficace que l'économie de marché. La réponse aujourd'hui est clairement non. L'allocation de l'offre et de la demande, l'allocation des ressources et la réponse à la rencontre entre l'offre et la demande, il a été désormais clairement prouvé que l'économie de marché pouvait y contribuer, la planification partout, la planification centrale, autoritaire, a été un échec partout. Sur démocratie et développement, pour être franc et politiquement sans langue de bois, c'est beaucoup plus nuancé. Au fond, l'économie de marché et le développement peuvent s'accompagner d'un régime autoritaire. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas un souhait, c'est un constat. Vous pouvez avoir une économie de marché et un régime autoritaire, et ça peut fonctionner parce que je disais tout à l'heure, le développement a besoin de stabilité, de politiques dites régaliennes, de politiques centrales coordonnées et d'un axe très direct pour le développement. Au fond, ce qui ensuite va se poser comme question n'est plus du ressort de l'économie, mais de la politique. Si vous accroissez le bien-être des populations, si vous les rendez de plus en plus autonomes, si vous leur donnez le goût du choix, il y a fort à parier que le besoin de démocratie, l'envie de démocratie se développe au fur et à mesure du développement économique. Mais là, ça n'est plus une question de pure croissance ou de pur développement économique, ça redevient, au sens propre du terme, une question purement politique. Karim. No, I agree with that, actually. I don't think you need democracy to successfully develop the country. We've seen many, many examples. I would just like to add the priority for most of us is to feed our people. And like is mentioned now, the process of arriving at a democracy takes time and takes the building of the institutional pillars of the nation. And for that, you need political stability and you need economic prosperity. So the short answer is no, you do not need it to develop. In fact, in many cases, it will be actually counterproductive. Très bien. Donc la nuit étant annoncée par le muezzin, on va passer rapidement aux questions pour partir. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, rapidement, vous vous présentez, vous posez directement votre question et vous nous dites, si possible, à qui vous l'adressez. Comme ça, on va aller un peu plus vite. Merci, Khalid Benamou. Je suis le directeur du projet Saharouine. J'ai une question pour M. Besson. Et en fait, c'est pour exprimer mon désaccord sur la planification et le développement en fait, d'économie circulaire. Ce que la Chine a fait, elle l'a fait sur la base d'économie planifiée. Elle l'a fait avec ses ressources. Elle l'a fait avec les énergies renouvelables. Et ce n'est pas une économie de marché en fait, qui a permis de faire cette baisse significative de l'énergie éolienne, l'énergie solaire, comment ils ont fait les phosphates, les économies circulaires. Enfin, tout ça, c'est de la planification. En fait, c'est justement les économies de marché qui ont montré l'échec de précisément amorcer une transition et la consolider. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Allez-y, répondez. J'ai essayé de nuancer mon propos en disant que bien évidemment, un État, et au moment notamment de son décollage économique, a besoin d'orientation que vous pouvez appeler des plans. Et chacun de nos pays essaie qu'ils soient émergents ou déjà développés, essaie de se fixer un certain nombre de lignes stratégiques et d'orientation stratégique. Mais une économie administrée, où le pouvoir central dit voilà combien de voitures nous allons produire cette année. Voilà combien de tonnes d'acier nous allons produire cette année. Voilà ce que nous allons affecter à nos populations. Là,
Je pense que l'histoire économique et politique est maintenant figée. C'est un échec complet. On pourrait reprendre, mais on n'a pas le temps, un certain nombre d'exemples que vous avez cités. Vous avez cité le solaire. Le solaire a été une décision des Chinois d'investir lourdement, mais avec des panneaux photovoltaïques et des conditions de fabrication de ces panneaux qui étaient catastrophiques. Ce sont les règles de l'Union européenne et les règles mondiales qui ont amené, et donc des formes d'économie de marché, d'échange international, qui ont amené les Chinois à restructurer complètement leur production solaire et de venir récemment à des standards de fabrication qui sont bien meilleurs. Mais si vous voulez me faire dire que, surtout en phase de développement accéléré, un pouvoir central décidant de ce que sont les priorités d'un pays et la façon d'émerger plus rapidement est absolument nécessaire, il n'y a pas de contestation possible. Mais l'idée d'une administration qui déciderait de l'allocation des ressources, ça a été testé depuis la Seconde Guerre mondiale dans quantité de pays et quantité de blocs régionaux, et là, pour le coup, je crois que le constat est sévère. Dernière question, monsieur. Bonjour, j'essaie de présenter brièvement. Je suis Osama Brabat, étudiant en management. Donc ma question brièvement concerne la croissance comme elle est inclue dans le sujet. Vous ne constatez pas qu'il y a, les choses vont bien, lorsqu'on a beaucoup de croissance, on constate l'arrivée de beaucoup de milliardaires, comme c'est le cas maintenant. Et beaucoup de milliardaires. De milliardaires, oui. Oui. Et quand il n'y a pas de croissance, bien sûr, il y a de la crise. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moyen, je dirais, pour qu'il y ait un partage de la fruit de la croissance pour tout le monde? Merci beaucoup. Qui peut répondre? Je ne veux pas monopoliser les réponses. D'un mot, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux que les milliardaires de votre pays ou d'autres pays du monde vivent chez vous ou à l'extérieur? La réponse est clairement qu'il vaut mieux qu'ils vivent chez vous. C'est une évidence absolue, et vous voyez la situation française. Nos politiques fiscales successives ont amené à la délocalisation, à l'expatriation d'un certain nombre de personnes. Je pense que c'est un appauvrissement pour la France. Pour autant, est-ce que nous pouvons nous satisfaire d'une montée inexorable des inégalités et d'économies ou de sociétés où vous avez à la fois 10% très riches et une grande partie très pauvre? L'évidence est que non. Mais vous pouvez jouer sur un certain nombre de ressorts pour essayer de cumuler les deux, si je puis dire, le beurre et l'argent du beurre. Si vous prenez par exemple en France le débat sur la TVA, il vaut mieux augmenter la TVA que d'augmenter l'impôt sur le revenu. Si vous augmentez l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune, vous faites fuir les plus riches. Si vous augmentez la TVA, sauf sur les produits de première nécessité, vous avez une chance que à la fois les touristes paient la TVA, les plus riches, qui sont aussi ceux dont la propension à consommer est la plus importante, paient la TVA, et à ce moment-là, vous compensez exclusivement pour les plus faibles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un pilotage délicat. Vous devez essayer de faire en sorte que les grandes fortunes restent dans votre pays et en même temps éviter d'un point de vue moral comme d'un point de vue économique l'accroissement trop grand des inégalités et toutes les frustrations que ça peut générer. C'est une très bonne conclusion pour ce panel, parce que je pense que le développement durable, c'est aussi l'égalité, puisque l'humain et le social sont au centre de ce concept. Donc on vous remercie pour votre attention, on remercie les panélistes, M. Alexei, Joël et Éric Besson, d'avoir été parmi nous. Merci, bonne soirée et bon week-end.